Merci Monsieur le Président. Donc, on m'a chargé de parler de l'hypertension artérielle, l'essentiel de la prise en charge en 2020. Donc, c'est bon? Ça passe. Alors, en 2020, il y a quelques nouveautés, mais il y a surtout la continuité de ce qui s'est passé, d'autant que les dernières recommandations avant 2020 n'étaient pas très anciennes. Il s'agit des recommandations de 2017, les recommandations de l'HACC américaine, celles de 2018 qui ont suivi, celles européennes, et récemment, ce qui nous intéresse en 2020, c'est essentiellement les recommandations de l'ISH, l'International Society of Hypertension, qui sont survenues en juin 2020, relativement, disons, récentes. L'autre grande, disons, nouveauté, grand événement de 2020, c'est naturellement la COVID-19, sur laquelle je ne vais pas trop insister, puisque le professeur Khan, Dr Diop sont revenus largement dessus. Je ne vais pas trop insister sur cela. Ce qui nous intéresse particulièrement en Afrique, c'est nos recommandations. Il y a eu en 2015-2016 des recommandations africaines venant de la PASCAR qui ciblait 25% de contrôle de nos hypertendus en 2025. Si l'on sait qu'il n'y a que 8% de nos hypertendus qui sont bien contrôlés. L'objectif, c'est d'atteindre 25 en 2025. Nous sommes en 2020 et nous sommes très loin de cet objectif. Au Sénégal, de toute façon, nous allons faire une enquête SEPS en 2021 et nous aurons des chiffres précis pour voir l'évolution. Mais nous savons dans nos pratiques quotidiennes que nous sommes très loin de cet objectif de 25%. Et encore plus proche de nous, l'ASCAOC, dont Monsieur le Président est là, professeur Ologe Kramo, qui est l'Association des sociétés de cardiologie d'Afrique de l'Ouest et du Centre, est en train de travailler dessus pour émettre des directives destinées à nos pays pour la prise en charge de l'hypertension artérielle assez tropicalisée. Donc, qu'en est-il du diagnostic en 2021? Comment faire le diagnostic? La définition n'a pas beaucoup bougé depuis celle américaine qui a un peu diminué les chiffres à 130 sur 80, mais en 2017, en 2018 et récemment en 2020, nous sommes revenus à cette définition de 140 sur 90. Donc au Sénégal et dans les pays africains, nous considérons l'HTA à partir de 140 sur 90 mm de mercure. Les autres éléments restent les mêmes. L'HTA isolé de consultation, blouse blanche, l'HTA masquée, l'HTA résistante, rien ne change sur ce plan-là. Au plan de la prise de la pression artérielle, il serait important de prendre en compte cet aspect, unattended blood pressure measurement. Prendre la pression artérielle alors que le praticien n'est pas là. Le patient prend sa tension dans une pièce seule. Ça se rapproche un peu de l'automesure sans être de l'automesure. Ça nous renseigne sur l'étude SPRINT, si vous vous souvenez, qui a été à la base du fait de diminuer la définition de l'HTA. Donc, on peut se dire, est-ce que les Américains se sont basés sur la mesure clinique ou est-ce qu'ils ont fait une mesure plus proche de l'automesure que cela? Donc, il est bien logique qu'ils aient diminué leur définition, leur chiffre de définition. Donc, autant que possible, on peut le faire. Certains de nos collègues font cette mesure avec les appareils de MAPA qui peuvent le faire si on les programme. Donc, dans cette définition, privilégions les mesures automatiques, automesure et MAPA. C'est ce que révèle l'ISH, c'est ce que révèlent toutes ces dernières recommandations. Faisons autant que possible l'automesure et la MAPA et multiplions ces mesures. Nous savons que... Nous savons que la MAPA n'est pas toujours disponible, mais l'automesure peut tout de même être disponible, même dans les villages les plus reculés. Au Sénégal, par exemple, il y a dans certains villages où on se loue les appareils d'automesure en expliquant aux patients avec 100 francs, 200 francs, on arrive à faire de l'automesure. Donc, ces mesures automatiques peuvent se faire, quel que soit le lieu où on est. Il s'agit juste d'un problème d'organisation. Dans ce diagnostic, les chiffres restent les mêmes pour la MAPA, aussi bien 24 heures, diurne ou nocturne. C'est les mêmes chiffres, l'automesure, la mesure de consultation. Rien n'a changé sur ce plan-là. Alors, le bilan maintenant.
Le diagnostic étant fait, il faut naturellement penser au bilan, l'évaluation de nos hypertendus. La chose sur laquelle il faudrait insister, sur lesquelles les recommandations européennes de 2018, celles récentes de 2020 insistent, c'est vraiment de faire une bonne évaluation de l'hypertendu et de ne surtout pas passer à côté d'une HTA secondaire, puisque nous avons certaines HTA secondaires qui nous filent entre les mains. Donc, pensez à cela, rechercher les autres facteurs de risque, nous le faisons déjà, l'atteinte des organes cibles, nous le faisons déjà, donc pensons plus à l'HTA secondaire. En faisant quoi? En faisant ce que nous faisons d'habitude, de la médecine, en interrogeant, en examinant, et en faisant des examens complémentaires. Ce qui nous permet de retrouver ces facteurs de risque classiques. Pensez surtout à l'uricémie, qui est un facteur de risque lorsqu'elle est élevée. Pensez à l'apnée du sommeil qui fait l'objet de 2 sessions durant ce congrès. Pensez aux aspects psychosociaux, le stress avec ce problème de Covid dont le Dr Diop vient de parler, les maladies psychiatriques qui sont le lit d'accidents cardiovasculaires, de même que toutes ces maladies inflammatoires chroniques. Nous savons que toutes ces complications cardiovasculaires viennent de l'inflammation. Deuxième chose sur laquelle nous devrons vraiment porter une attention particulière, c'est de ne pas passer à côté des atteintes asymptomatiques. Certaines sont accessibles à la clinique, la rigidité, pression pulsée, que nous avons tous les jours, il faut y penser. L'index de pression systolique, l'IPS à laquelle il faut penser. Au Sénégal, nous essayons même d'avoir une évaluation à grande échelle avec l'enquête STEPS. Ce n'est pas toujours facile pour faire accepter cela à l'OMS. On va essayer tout de même avec le professeur Khan. Donc, pensez à ces atteintes organiques, à ces atteintes d'organes cibles asymptomatiques, et les complications restent les mêmes, cardiovasculaires, rénales, neurologiques, oculaires, particulières de la femme enceinte. C'est du classique, c'est les complications habituelles. L'examen paraclinique, les examens auxquels il faut penser, c'est les classiques. Pensez à ne pas oublier l'uricémie et autant que possible être complet. Je pense que dans nos structures, nous avons, en tout cas au Sénégal, même dans les centres de santé, il y a souvent des labos de biologie qui arrivent à faire le maximum, peut-être l'ionogramme qui peut être un peu plus cher que d'habitude, mais nous arrivons à le faire de façon précise. Ces examens de deuxième intention qui ne sont pas toujours de deuxième intention. L'IPS peut être fait en routine, certains de ces examens peuvent être faits en routine. Tout ceci nous arrive à l'évaluation du risque cardiovasculaire. Le score européen peut être utilisé, je pense qu'il faut penser à le tropicaliser. De toute façon, lorsqu'il est faible, quel que soit le cas, on a un risque cardiovasculaire faible. Le deuxième niveau, c'est le risque modéré qui concerne la plupart de nos adultes jeunes, qui sont à risque modéré. Le haut risque concerne la plupart des diabétiques, les HVG, et lorsqu'on a une maladie rénale modérée. Maintenant, toutes les atteintes manifestes relèvent du très haut risque cardiovasculaire et c'est l'apanage de tous les cardiologues qui sont ici. En 2018, l'ESH avait émis ce tableau avec ces 3 niveaux, que ce soit asymptomatique et symptomatiques ou des manifestations beaucoup plus graves, nous donnent du risque faible jusqu'au risque très élevé que tous les cardios utilisent d'habitude. L'ISH est revenu un peu plus en arrière en simplifiant davantage cette stratification avec ces 3 niveaux, facteurs de risque cardiovasculaire, niveau de pression artérielle existant d'atteinte des organes cibles. Et avec ceci, on part du risque faible lorsqu'on est à grade 1 sans aucun autre facteur de risque, jusqu'au risque élevé lorsqu'on a facteur de risque élevé ou pression artérielle élevée. Ceci aussi, c'est du classique. La particularité, c'est que l'ISH se limite au grade 2. Il ne va plus jusqu'au grade 3. Donc nous pensons que ces prochaines recommandations vont rejoindre celles américaines en diminuant même le chiffre de pression pour définir l'hypertension artérielle. Ceci étant dit, le diagnostic étant posé, l'évaluation étant faite, il faut intervenir. Quel seuil d'intervention? Traitement d'emblée ou traitement différé? Ça aussi, c'est du classique. Ce que j'ai peut-être un peu regretté, c'est que les recommandations aussi bien européennes de 2018 que ISH de 2020 donnent ces seuils d'intervention par rapport aux chiffres, aux seuls chiffres. Et après, ils arrivent aux facteurs de risque. Grade 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Grade 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en réalité, ce qu'ils donnent, ce n'est pas lié au grade, c'est lié au risque cardiovasculaire. Grade 1, qu'est-ce qu'on nous dit?
traiter d'emblée le grade 1, sauf lorsque le risque n'est pas élevé. Donc, quand il y a un grade 1, il faut traiter d'emblée lorsque le risque est très élevé ou bien lorsqu'on a beaucoup de facteurs de risque. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas du grade 1 carrément, c'est du risque faible. Traiter le grade 1 lorsque c'est uniquement un risque faible. Ça signifie quoi? Lorsqu'on est à grade 1, on donne un traitement d'emblée uniquement lorsqu'on a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Ça veut dire que c'est du risque modéré ou élevé. Donc le grade 1 à faible risque aura un traitement différé. Le grade 2, traitement d'emblée. Donc concrètement, risque faible, traitement différé. Risque modéré ou élevé, traitement immédiat. Les directives sénégalaises, par exemple, se basent sur le risque et non sur le chiffre. Lorsque le risque est modéré ou élevé, traiter d'emblée. Lorsque le risque est faible, différer le traitement en donnant les seules mesures pendant 3 mois. Lorsque ça ne suffit pas, on donne. Donc, je pense que c'est mieux de donner cette stratégie par rapport au risque cardiovasculaire, d'autant que nous avons aussi sensibilisé et formé tous nos paramédicaux même dans la stratification du risque, même dans les centres de santé, pour qu'ils puissent baser leur prise en charge sur le risque. Le traitement maintenant, les objectifs tensionnels, c'est du classique. Ce tableau de l'ESH est assez compliqué, mais en réalité, il est très simple. Traiter pour atteindre l'objectif de 120 à 130. Essayez de ne pas descendre en deçà de 120. Et chez le sujet âgé, vous pouvez aller jusqu'à 140. Donc, concrètement, objectif général de 140-90, sauf que lorsque le sujet est jeune, rapprochez-vous de 120. Lorsque le sujet est plus âgé, rapprochez-vous de 140 pour être très, très schématique. Mesures hygiéno-diététiques pour tout le monde. Cette stratégie dont nous venons de parler, j'insiste juste sur le besoin de précocité d'atteinte des objectifs. 3 mois à 6 mois maximum. Essayons de contrôler nos hypertendus à moins de 3 mois. Donc, dès qu'on commence le traitement, on doit atteindre l'objectif avant que ça n'atteigne 3 mois. Donc, en évitant l'inertie thérapeutique, donc n'évitons pas à augmenter les doses pour atteindre assez rapidement le chiffre cible. Par quelle classe débuter, enfin, pour parler du traitement? Nous avons nos classes thérapeutiques classiques. Bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone, ISERA2, inhibiteur calcique diurétique. L'autre de ce groupe, c'était les bêta-bloquants, qui sont un peu recalés en seconde ligne, mais qui gardent toute leur place dans toutes ces recommandations sur des terrains particuliers. Fréquence cardiaque élevée, part adrénergique élevée, femmes jeunes avec désir de grossesse, et les terrains particuliers, classiques, cardiopathie ischémique, hypertrophie ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque, c'est du classique pour les indications préférentielles des bêta-bloquants. Quelle stratégie? HCA légère, modérée, ou bien risque cardiovasculaire, modéré, débuter d'emblée. Maintenant, si c'est sévère, naturellement, débuter d'emblée. On ne différera le traitement que lorsqu'il s'agit d'un risque faible, c'est-à-dire grade 1, sans aucun autre facteur de risque. Nous savons qu'il y a peu de cardio qui voient ces patients-là. C'est souvent le médecin généraliste qui voit ces patients chez qui on a besoin de différer un peu le traitement. C'est la même stratégie. Ici, c'est les médicaments qui sont préconisés par l'ISH. IEC, inhibiteur calcique, en première intention. IEC inhibiteur calcique, et on ajoute les diurétiques lorsqu'on arrive à la trithérapie. Vous verrez que ceci est un peu différent de ce qu'on préconise chez le sujet noir, particulièrement le sujet noir africain. Et cette étude créole nous a un peu donné un peu plus d'arguments, puisque cette étude de 2015 a tenté de comparer l'association IEC diurétique à une association inhibiteur calcique IEC et une troisième association inhibiteur calcique diurétique. Quelle est la meilleure? Et nous avons vu que c'est l'association inhibiteur calcique diurétique qui donne plus de baisse de la pression artérielle comparativement à l'association diurétique IEC. Donc, il serait préférable de préférer, si je peux le dire, inhibiteur calcique diurétique en première intention,
Maintenant, si on est en monothérapie, diurétique ou inhibiteur calcique, lorsqu'on est en monothérapie. Maintenant, dans la bithérapie, l'IEC garde une place très importante lorsqu'on l'associe soit à l'inhibiteur calcique, soit au diurétique. En trithérapie, naturellement, la préférence, c'est à ces trois classes principales, avec anticalcique, IEC-ORA2 et diurétique. Je termine, messieurs les présidents, pour parler du traitement adjuvant. La statine, chaque fois que le LDL est élevé. Maintenant, lorsqu'on est dans la cardiopathie ischémique, notamment, on va dans des cibles beaucoup plus basses que ce 1. Quelle est la place de l'aspirine comme autre traitement adjuvant? Il y a cette étude ASCENT qui nous a donné un peu plus de visibilité. Il y a eu d'autres également. J'ai choisi celle-ci. 15 800 patients diabétiques, puisque c'est le diabétique chez qui on a plus pensé à l'utilité de l'aspirine en prévention primaire. Et chez ce patient, l'aspirine versus placebo pendant 7 ans avec critère principal, ces événements cardiovasculaires et mortalité, et aussi le risque hémorragique. Qu'est-ce que ça a donné? Bénéfice de l'aspirine par rapport au placebo. Bénéfice très significatif puisqu'il y a eu une réduction de 12% des événements cardiovasculaires, mais au prix d'une augmentation importante des hémorragies, avec plus de 29% d'hémorragie. Et ceci, quel que soit le risque cardiovasculaire qu'on considère. Risque faible, là vous avez le risque modéré et là le risque élevé. Pour le risque faible, l'aspirine donne un peu plus de bénéfices par rapport au placebo, mais avec un peu plus d'hémorragie. Risque modéré, l'aspirine donne un peu plus de bénéfices par rapport au placebo, mais avec un peu plus d'hémorragie. Et vous voyez en vert, c'est la mortalité qui est presque la même. Donc, même si l'aspirine diminue les événements cardiovasculaires non fatals, la mortalité ne change pas. On est en prévention primaire. Même lorsqu'il s'agit du risque cardiovasculaire très élevé, l'aspirine diminue faiblement les événements cardiovasculaires, mais ne change pas la mortalité au prix d'une élévation des risques hémorragiques et des risques hémorragiques sévères en rouge. Clairement, en prévention primaire, l'aspirine n'a pas une place vraiment importante. On la réserverait que pour la prévention secondaire, ce qui a été d'ailleurs la recommandation de l'ISH en 2020 pour dire que l'aspirine doit être utilisée chez les patients ayant un antécédent cardiovasculaire AVC, donc en prévention secondaire. Au Sénégal, on a fait une caravane avec la SOSECAR pour sensibiliser les praticiens dans la prescription de l'aspirine, les généralistes à travers le Sénégal. Enfin, Monsieur le Président, l'ISH a défini 2 types de recommandations. Ce qu'ils ont appelé optimal et ce qu'ils ont appelé essentiel. Optimal, c'est vraiment en bleu l'idéal, c'est ce qu'il faut faire dans le diagnostic, dans l'évaluation du patient, dans le traitement. Optimal, tout ce qu'il faut faire, mais nécessitant des moyens analyse et des moyens disponibilité thérapeutique par rapport au coût, par rapport à la présence. Et essentiel, lorsque tous ces moyens ne sont pas disponibles, essentiel. Ça ne concerne pas forcément les pays pauvres, puisque dans un même pays, selon les zones, on peut avoir une grande disponibilité ici et non. Mais classiquement, je pense qu'on peut se rapprocher vraiment du niveau optimal, puisque il n'y a pas vraiment une très grande différence, puisque actuellement dans nos structures, nous pouvons avoir accès aux examens biologiques et les molécules sont assez souvent disponibles maintenant. Donc, nous pouvons, nous, en ce qui concerne, si vous lisez ces recommandations, ne considérer que le caractère optimal, puisque nous pouvons faire ce qui est optimal et c'est accessible dans la plupart de nos centres de santé. Je ne reviendrai pas sur le COVID dont on a parlé pour dire que dans l'HTA, IEC et ARA2 gardent toute leur place et n'augmentent pas le risque de faire le COVID et n'augmentent pas le risque de faire des formes graves. Pour conclure, privilégions les mesures de pression hors cabinet. Faisons tout pour avoir un contrôle précoce à moins de 3 mois, au maximum 6 mois si on a des difficultés. Les associations autant que possible et l'aspirine devrait être réservée à la prévention secondaire. Mais tout ceci, naturellement, répond au bon sens du clinicien qui prime sur toutes les recommandations qu'on peut avoir. Je vous remercie.
Merci Mounir pour ce round-up de l'actualité sur l'hypertension artérielle et les